Fidèles téléspectateurs de Renouveau TV, merci pour votre fidélité à nos programmes. Depuis sa création à nos jours, le CSDM, Conseil supérieur de la diaspora malienne, rend compte régulièrement et publiquement des actes qu'il pose au nom des Maliens établis à l'extérieur. Pour respecter cette tradition, le président du CSDM est avec nous dans ce studio pour nous parler des grandes lignes d'une lettre qu'il vient d'adresser au président de la République. Avant de parler de cette lettre, du contenu de cette lettre, bonsoir et bonjour, M. Aïdara. Bonsoir, M. Sidibé. Et pourquoi une lettre au président de la République? Alors d'abord, merci pour l'invitation à cette émission faite pour la diaspora malienne. On remercie les techniciens de Renouveau TV et aussi vous-même pour tout ce que vous faites tous les jours pour informer au mieux et à temps réel la diaspora malienne. Et nous sommes très reconnaissants pour ces efforts de tous les jours. Et nous avons constaté malaise qui est en train de prendre des formes qui nous inquiètent, nous le CSDM, et qui est certaines positions prises par l'opposition par rapport au dialogue. Et il vous souviendra que le CSDM, avec d'autres partenaires, ont pris de bonnes initiatives pour un rapprochement entre l'opposition et la majorité, qui a abouti à un accord politique pour la gouvernance. Et dans cet accord politique pour la gouvernance, il y avait un élément essentiel de cet accord, qui est un dialogue politique inclusif. Et la société civile, notre président Brahim Alaï Touré, et aussi notre ministre Amadou Cham, et nous-mêmes, nous avons apprécié la démarche et nous avons émis le souhait que ce dialogue change de nom pour une inclusivité. Et pour la simple raison, les partis politiques sont assez nombreux et ils ne représentent pas l'ensemble de la population malienne. Et que le reste de la population, qui est la société civile, nous avons émis le souhait, pendant les 3 jours d'atelier que le ministre Cham et Brahim Alaï et l'ensemble du bureau de concertation de la société civile a mis en place une concertation. Tous les délégués des régions sont venus, 600 délégués. Et nous avons travaillé pendant 3 jours à sortir d'une résolution dans laquelle nous avons demandé à ce que ce qui sortirait de ce dialogue en cours soit contraignant. Il y a eu également une collaboration avec le Triumvirat et pour leur dire nos attentes. Et on était très heureux de voir l'ensemble de la société civile et aussi le mouvement signataire et non signataires, c'est comme ça qu'on les appelle, et les partis politiques qui aujourd'hui disent qu'ils se retirent. On était à la validation de TDR qui a duré 3 jours. Ils ont fait des recommandations qui n'ont pas été prises en compte. Vous faites allusion à l'opposition. Soumaïla Cissé. De Soumaïla Cissé, le FSD. Il n'y a pas que lui seul, il y a aussi Anko Malidron. Comme c'est lui le chef de file. Le chef de file de l'opposition, voilà. Très bien. Alors, Anko Malidron. Donc, pendant la validation, ils ont remarqué que certaines des recommandations qu'ils ont faites n'ont pas été prises en compte. Alors, comme il était question d'élaborer un chronogramme et que le dialogue puisse commencer, et au dialogue final, je l'appellerai ainsi, et nous allons pouvoir décider. Donc, ils se sont dit, et si on doit dialoguer, et que ce dialogue ne soit pas ce qui serait retenu dans le dialogue national, n'est pas contraignant, il n'y a pas de raison d'aller au dialogue. Et ça, nous, la diaspora, nous comprenons leur position, nous le trouvons pertinent. Et c'est la position également de la société civile. Tout ce qui serait dit dans ce dialogue, pour qu'il soit d'abord contraignant, il faut respecter un format. L'opposition, la majorité et la société civile. C'est les 3 qui doivent être ensemble et on doit voter démocratiquement et en conformité avec les objectifs à atteindre. Donc, vous pensez que cet exercice-là n'a pas été
respectées lors de la validation des termes de référence de l'atelier? Oui, par endroit. La position des uns et des uns n'ont pas été prises en compte. Par endroit, parce que la validation... D'où le retrait de l'opposition. De l'opposition, tout à oui, fait. Oui. D'où le retrait. Même pendant le dernier jour, on a reçu des recommandations. Mais nous disons que c'est un dialogue. Okay. Pour nous, c'est un dialogue, un processus qui continue. Et il doit être assez long pour permettre à toutes ces inquiétudes d'être prises en compte et corrigées. Okay. Parce que c'est un format qui permettra à tous les Maliens de s'exprimer. Le dialogue quand même a déjà démarré au niveau commune. Je pense qu'au niveau des cercles également, les choses ont démarré. Oui, le dialogue a démarré. Là n'est pas le problème, parce que tout ce que l'opposition voulait, il l'a déjà dit. Ils ont participé au triumvirat dans toutes les commissions. Ils étaient là pendant la validation du TDR et le règlement intérieur. Donc c'est tout à fait normal que l'opposition dise aujourd'hui nous voulons un format opposition-majorité société civile et le vote doit être démocratique. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ce qui serait retenu dans le dialogue, il faut que ce soit contraignant et applicable. Okay. Cela n'a pas été dit pendant la validation TDR. Et troisièmement, il faut une commission, société civile, diaspora, parce que nous représentons un Malien sur 3 en dehors du Mali, et l'opposition et la majorité, une commission indépendante qui fera une suivi d'application de ce qu'on aurait arrêté pour le Mali. Okay. Si ces trois n'existent pas, il n'y a pas de raison de dialogue. Donc vous estimez qu'on n'est pas sur la bonne voie pour aboutir à un dialogue national inclusif aujourd'hui avec le retrait du FSD? Non, nous disons qu'on est sur la bonne voie, mais on est sur plusieurs bonnes voies. Okay. Il faut éviter d'aller sur la mauvaise voie, celui de ne pas participer au dialogue. C'est cette voie-là qu'on veut éviter. Okay. Alors, si on veut parler du dialogue, pourquoi dialoguer pour commencer? Pourquoi il faudrait... Président, si on est sur la bonne voie, oui. Si on est sur une bonne voie parmi les bonnes voies, pourquoi vous avez décidé d'adresser une lettre au président de la République? Ah, très bien. Alors, donc, nous avons adressé une lettre au président de la République, Ibrahim Baba Keïta, et le vendredi, en lui demandant de proroger le dialogue final qui se tiendra à Bamako. La phase finale du dialogue. La phase finale du dialogue. Okay. Parce que nous avons commencé les communes, les régions, et pour la diaspora, il y a 24 pays qui ont été retenus. Okay. Et ces 24 pays qui ont été retenus, ça se tiendra le 21 et le 22. Le 21 et le 22, il y a encore des pays qui n'ont pas reçu encore le document. Je mentionnerai la Guinée et le Sénégal. On espère que le lundi, ils vont le recevoir. Et c'est les deux fêtières qui vont apporter leur soutien à l'organisation du dialogue. Et l'ambassade et le consulat assureront la participation effective de ceux qui ne sont ni dans le Haut Conseil, ni dans le CSDM. Parce que ceux qui sont... Donc, au niveau de la diaspora, toutes les discussions sont déjà prises par les fêtières pour que le dialogue soit vraiment inclusif, quoi. Absolument. Okay. De notre côté, il n'y a absolument pas d'équivoque. Okay. Et nous allons même, là où il y a beaucoup plus de Maliens à travers le monde, c'est la Côte d'Ivoire. 95% des Maliens vivent en Afrique, c'est là que les 5% qui vivent en Europe. Et les pays où il y a beaucoup plus de 1 million de Maliens, on a déjà organisé des rencontres et pour qu'ils comprennent pourquoi on doit dialoguer et comment est-ce qu'il faut centraliser nos revendications. Et nous avons également adressé une lettre à notre ministre, Amadou Koïta, pour lui dire que ce serait utile et nécessaire à notre avis. Et d'ailleurs, cet avis, ce souhait a été émis par un des membres du Haut Conseil dans la commission au triumvirat, qu'une journée avant la validation finale, que toute la diaspora, les délégués se retrouvent ici, et sous l'égide du ministre malien de l'Extérieur, qu'on ait une position unique à verser dans le dialogue final. Donc, on attend aussi la réponse de notre ministre. Et en ce qui nous concerne, on est en train de sensibiliser, mais nous disons le temps n'est plus pressant pour le président. Okay. Il en était il y a quelques semaines. Parce que la communauté internationale le pressait pour venir avec la conclusion du dialogue le 25 septembre aux Nations Unies. Et comme d'habitude, il n'aime pas qu'on l'impose. Il a refusé qu'on l'impose. Okay. Il dit que ce n'est pas moi qui dialogue, c'est la population qui va dialoguer. Donc il va falloir attendre que je reçoive la conclusion du dialogue. On le remercie. Et aujourd'hui, nous avons
tout le temps de dialoguer. Donc, il ne faut pas que ce soit fin octobre ou qu'on nous dit fin novembre. Permettre des choses. Donc, vous demandez aujourd'hui un léger report de la phase finale du dialogue. Un léger report. Il peut même mettre un large report. Parce qu'il va falloir prendre en compte ce qu'a dit l'opposition. Si nous dialoguons sans l'opposition, il n'y a pas de dialogue. C'est vrai, tu me diras que c'est ce que ça représente. Mais quand un pays, un peuple dépend de ce que les autres pensent de lui, il doit faire attention à son image. Mais président, comment contraindre l'opposition à participer à un dialogue? Non, ils ont posé une condition qui est pertinente. Le Burkina l'a fait. C'est le chef de file de l'opposition, le chef de file de la majorité et la société civile. C'est eux qui ont présidé. Donc il y a la parité entre les composantes majeures. Il n'y a pas eu de triumvirat là-bas. L'opposition, la majorité, la société civile, la parité, et que les conclusions du dialogue soient opposables à toutes les parties. Tout à fait. Alors, c'est ce qu'a fait le Burkina. Ils ont fini en 3 jours. Donc nous, on a le triumvirat. Et d'ailleurs, que je salue et que je remercie pour leur engagement. Ces 3 personnes irréprochables. Ils ont fait du très bon boulot. Et M. Sidi Diarra, a félicité. Il a été d'une grande soutien à tout ce qui a été dit. Président, pourquoi les féliciter s'ils n'ont pas été à mesure, attention, tout cas de convaincre l'opposition pour qu'elle participe à tout le processus? Non, ce n'est pas leur faute. C'est eux les facilitateurs. Mais tu as bien dit, oui. Ils facilitent. Ils ont des directives. Donc, mais ils n'ont pas il y a un directeur. Non, ils n'ont pas refusé. Ce n'est pas eux qui doivent dire que l'opposition, il faut participer. Et ils n'ont pas le pouvoir de dire que ce dialogue doit être contraignant du moment où le décret qui les a autorisés, signé par le président de la République, a défini l'aide prérogative. Donc, il ne peut pas aller au-delà de là. Il revient au président de la République aujourd'hui de dire, bon, j'ai entendu ce qu'a dit l'opposition. Ils veulent que ce qui est dit soit reconnaissant. D'où votre lettre au président de la République. Parce que vous pensez que le président est la seule personne aujourd'hui, la seule institution quand même qui peut déverrouiller ce verrou. C'est lui. Oui. Et il a tout à gagner. Et chaque jour qui passe, c'est un jour de moins de son mandat. Et ce dialogue permettra de contourner certain nombre de difficultés pour le Mali. Et nous savons aujourd'hui, certaines de nos questions ne peuvent trouver de solution que dans le dialogue, pas dans une révision constitutionnelle. Nous avons des élections législatives en vue. Nous avons une révision constitutionnelle en vue qui est aussi pertinente. Mais il va falloir qu'on se mette d'accord sur le dialogue et qu'ils acceptent que l'opposition leur demande. Ils ont demandé 7 choses. On ne va pas les mentionner tous les 7. Je ne suis pas leur avocat. Mais je dirais, au nom de constituer de la diaspora malienne, au nom de la diaspora malienne, ce qu'ils ont demandé, c'est logique, c'est pertinent, c'est percutant pour un dialogue. Si ce que nous allons dire n'est pas contraignant, ça ne sert à rien de dépenser l'argent de contribuables pour ce que nous allons à Bamako. Même si c'est contraignant, ce ne serait pas certainement applicable si on ne met pas une commission indépendante pour suivre l'application. C'est vrai que le président de la République craint un nouveau format de conférence nationale. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le décor déjà a été très clair, campé. C'est un dialogue, ce n'est pas une conférence nationale. Mais si on doit dialoguer, il faut que ce que nous disons, ce dont nous serons d'accord pour le Mali de demain, soit applicable. Si ce doit être comme la conférence d'entente nationale, ce dialogue servira à quoi? Et même quand la conférence d'entente nationale, j'étais l'une des premières personnes qui a dit il faut qu'on négocie avec IAD et Amadou Koufa. Ce sont des Maliens. Alors, ça a été considéré dans les résolutions finales. Ouais. Une commission de bons offices a été mise en place. Et c'est le respecté imam Mahmoud Diko qui présidait cette mission. Et il avait les moyens à sa disposition. Il a commencé des démarches. Je vais vous faire une révélation. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand il a commencé à avancer. Et un jour, le président de la République reçoit un appel de Macron qui se plaint. De président en président au coup de téléphone. Tu me diras comment le CSDM c'est tout ça. Alors, Renouveau TV peut toujours avoir la première. Et il dit on ne peut pas accepter que nos soldats soient en train de mourir dans le désert sous 45 degrés sous l'ombre et la nuit et des personnes que tu as engagées négocier avec eux. Il a été contraint de dissoudre, d'instruire, de démettre ces comités de bons offices. Et c'est ce qui a aussi créé l'animosité
entre, je ne dirais pas l'animosité, enfin, à mise-entente entre l'imam Mahmoud Diko et Soumaïlou Boubé Maïga. Ce n'est pas Soumaïlou Boubé Maïga qui a arrêté le comité de bons offices. Et le président de la République ne pouvait pas faire autrement. Parce que nous dépendons de notre politique extérieure largement de la France. Nous ne sommes pas membres du Conseil de sécurité. C'est eux qui défendent notre cause là-bas. Si ceux-là t'appellent pour dire tu arrêtes ça, ceux qui sont venus libérer le Mali contre les djihadistes, il est obligé de le faire. Président, en vous écoutant, j'ai l'impression quand même que vous avez envie de lancer un appel pressant et au président de la République et à l'opposition pour, en tout cas, l'inclusivité de ce dialogue. Tout à fait. C'est justement l'objet de la lettre. L'objet de la lettre, c'est attirer l'attention du président de la République que la diaspora malienne lui demande l'intelligence de proroger le dialogue final à Bamako. Ce n'est pas arrêter, ni le format actuel, mais de proroger le dialogue final qui tiendra à Bamako. Ça, c'est un. Parce que ce timing-là, ce temps, permettra les uns et les autres de se rencontrer et se parler. Je vous dis également que la famille fondatrice de Bamako a commencé déjà à contacter les acteurs. Il y a eu plusieurs réunions qui sont tenues. C'est la famille fondatrice. Donc, il y a une lueur d'espoir. Ouais, ils ont commencé leur démarche. Il y a aussi un groupe de femmes qui ont commencé. Donc on fait cette révélation-là aussi au Renouveau TV. Et ça veut dire que ce n'est pas seulement le diaspora qui est inquiet. La société civile a donné sa position avant-hier à un débat organisé par ORTM. Tu avais Konimba Sidibé, tu avais M. Diarra de majorité, vous appelez ici la mouvance, et vous avez la société civile. Les deux d'ailleurs étaient là. Donc la position de Bourema Allah a été claire à nos tournois, à nous tous, que nous voudrions que ce qui serait dit dans ce dialogue soit contraignant et applicable. Ça, c'est l'une des demandes phares de l'opposition. Parce que le président de la République est le seul à l'accepter aujourd'hui. Ça nous fera avancer. Et surtout que c'est l'opposition qui a demandé le dialogue. Et il a accepté ça à la surprise de tout le monde. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui, pour nous en tout cas, qu'il n'accepte pas. Ce que nous voulons préciser, que la diaspora se joint à l'opposition et la société civile se joint également à la diaspora et à l'opposition pour demander la même chose. Je suis sûr qu'il va l'accepter. Maintenant, le format que l'opposition a demandé, ils ont demandé 7. Je pense que si on peut s'arrêter aux 3 essentiels, ça pourrait avancer les choses. Le 3 essentiel, c'est quoi? C'est que le dialogue final qui se tiendra ici, et il va falloir qu'il y ait l'opposition, la majorité et la société civile. Qu'on puisse voter d'une façon démocratique dans la salle. Et une fois que c'est fait, on ne dira plus qu'il y a un segment de la société qui n'a pas participé. Parce qu'ils ont déjà participé à toute l'élaboration du TDR. Ce qui serait dit serait contraignant, applicable au gouvernement. Troisièmement, une commission indépendante qui sera créée par le président de la République, il va suivre l'application de ce qui serait dit. Ça, c'est notre demande à nous 3. Et je suis sûr que le président de la République, personne ne peut aimer le Mali plus que lui. Et c'est lui qui a accepté ce que les autres ont demandé. Et nous ne voyons pas, nous, de raison qu'il va refuser. Surtout que ce n'est ni un 3e tour, comme il a dit dans un des journaux Jeune Afrique. Ça ne serait ni aussi une conférence nationale parce que les autres ont accepté de venir après qu'il a dit ça. Ils ont accepté de participer à tous les travaux jusqu'à la validation du TDR et de règlement intérieur. On me fait signe déjà que le temps imparti est pratiquement arrivé à terme, mais avant, je ne veux pas quand même mettre fin à cette émission sans vous demander les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe dans le Conseil supérieur de la diaspora en France? Il nous revient qu'il y a le fait à la maison. Non, il n'y a aucun fait à la maison. Alors, moi, j'aimerais... c'est une situation malheureuse. Et le CSDM France est en train de le gérer. Et le bureau, qui est de 34 membres, a décidé de prendre les choses en main. Et ils ont pris des décisions que tout le monde sait aujourd'hui. Et ça, c'est entre lui et le président qu'ils ont destitué, qui est Béry Dramé. Et la France est un état de droit. Il y a une loi 901. Donc, c'est entre lui et son bureau là-bas à Paris. Et nous, CSDM, on ne se mêle pas dans leurs affaires intérieures comme font parfois les autres. Ça, c'est un. En ce qui nous concerne, nous oppose à Béry Dramé, et c'est qu'il s'est approprié du logo du CSDM national. Et l'affaire est devant les tribunaux. Donc, nous attendons un jugement
Parce qu'on ne peut pas s'approprier du logo CSDM. Et si il s'est approprié du logo CSDM France, ça on peut comprendre. Okay. Mais s'approprier du logo CSDM national sous prétexte que c'est pour le protéger, sans informer le bureau exécutif, nous trouvons que c'est un abus de confiance et c'est du faux usage de faux. Le CSDM a porté plainte au tribunal de Paris. Il a eu déjà son assignation et le procès est en cours en attendant que la loi soit dite et à partir de là, on saura ce qu'il faut faire. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il n'en est rien, c'est juste un incident mineur? Ça arrive, c'est un processus de croissance d'une association. C'est tout à fait normal parce que c'est quand même invraisemblable qu'un membre d'un bureau qui a réussi un mandat de mettre un bureau en place, un jour se lève et va à NP et il les écrit pour dire enregistrer ce logo-là, c'est ma propriété privée à moi. S'il avait fait encore au nom de CSDM national ou au CSDM France, on pouvait comprendre. Même ça, c'est difficile à comprendre parce que ça n'appartient à personne, n'appartient pas à un membre. Mais enregistrer le logo de CSDM à son nom propre, non, ce n'est pas admissible. Quel est le sort de Bédi Dramé aujourd'hui? Bédi est exclu d'après le courrier que nous avons reçu de CSDM F, et Bédi est exclu du bureau. Donc, la mairie a reçu le courrier, et l'ambassade a reçu le courrier, et nous avons écrit à l'ambassadeur le dialogue national qui est en train de se dérouler actuellement. Dans les TDR, vous partez parti diaspora. C'est le CSDM et le Haut Conseil qui apporteront leur concours pour organiser le dialogue. Donc, toutes les ambassades, 24, ont reçu. Nous avons écrit aussi également à l'ambassade de France que ce n'est pas l'interlocuteur du CSDM national, ni CSDM France, parce qu'il a été exclu de son bureau. Ça, c'est leur décision à eux. Okay. Il a un recours au tribunal, il peut le faire. Mais nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est qu'un individu qui a reçu un mandat de mettre un bureau en place et qui est devenu membre et qui va s'approprier légalement à NP pour dire que le logo m'appartient. Okay. Même le courrier qu'il fait dans les journaux, là, il met encore l'entête du CSDM. Je crois que ça l'enforcerait davantage parce que c'est une preuve irréfutable qu'il a effectivement fait ça pour s'approprier de quelque chose qui ne l'appartient pas. Okay. Parmi les plaintes de la diaspora, il y a la question de la carte Nina qui revient comme un véritable casse-tête. Est-ce que vous avez écho de ces différentes plaintes? Oui, partout. Et carte Nina a été une très bonne initiative, une très bonne chose. La carte Nina, c'est un processus qui continue. Mais ça a été mal fait. Ce que nous ne tolérons pas, nous, la diaspora, c'est de ne pas pouvoir le corriger depuis très longtemps. Et ce que nous, également, on ne tolérera plus, c'est le côté bakchiche pour avoir sa carte Nina. Et ce que nous recommandons également à nos compatriotes, il y a plein de cartes Nina là-bas, ils ne vont pas aller chercher. Il y a eu des erreurs. Mais moi-même, il y a eu des erreurs sur ma carte Nina. Je crois que même le président de la République a eu des erreurs sur sa carte. Le général Chaga Sangaré, il a eu des erreurs. Même le président a eu des erreurs. Donc, c'est normal, c'est humain. Mais on ne peut pas faire 7 ans sur des erreurs pour un État sérieux. Il faut que le corrige. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour la diaspora qui se trouve en France. Ce n'est pas forcément les erreurs, même l'accessibilité qui est quand même décriée. C'est décrier l'accessibilité parce que, je vais vous dire quelque chose qui va certainement faire sourire un certain nombre de personnes. Un pays comme la Côte d'Ivoire, pendant les élections, on te donnait la carte Nina en fonction de celui pour qui tu vas voter. Donc, ça pose des problèmes. Parce qu'on vote avec la carte, donc vous votez pour X, pour l'opposition, on ne vous donne pas vos cartes. Si vous votez pour RPM, on vous donne vos cartes. Donc, on a eu ces cas-là à l'ambassade d'Abidjan. Donc, il y a eu ça aussi ailleurs. Ce que nous disons aujourd'hui, et ce qui est pressant, c'est de résoudre ce problème en sécurisant nos documents d'état civil. Ils sont accessibles à tout le monde. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal qu'on ne peut pas faire comme la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Mais il y a certaines voix qui s'élèvent pour réclamer la suppression pure et simple de cette carte. Est-ce que vous êtes preneur de cette solution? Je suis preneur qu'on fasse une carte d'identité nationale biométrique qui s'élèvera aussi de carte électeur. L'État a les moyens de le faire. Mais en attendant ce que nous cherchons aujourd'hui, nos frères et sœurs, fils et grands frères qui sont en Europe, qui sont partis par la mer, par le désert, pour aller en France, en Italie et ailleurs, nous demandons à ces ambassades de comprendre, c'est vrai, qu'on ne dit pas à une ambassade à l'État de violer la loi, mais de comprendre que leur demande de régulariser leurs cartes
peut être faite d'une façon intelligente. Je vais simplement donner des petits exemples. Très rapidement, quand vous êtes un joueur, on arrive à diminuer votre âge. Vous êtes un Malien. Dans la Constitution, on est tous égaux. Donc, vous êtes un joueur, vous allez jouer, on diminue votre âge. Ça, c'est acceptable. Mais quand c'est M. Koulibaly qui va aller chercher à travailler pour amener de l'argent chez lui, nourrir sa famille, on dit non, toi, ta carte là, tu as fait ça 2 fois. Il n'y a pas 2 Maliens, il n'y a qu'un seul Malien. Celui qui est à l'extérieur et celui qui est à l'intérieur. Donc nous demandons une formule qui sera acceptable. Et de leur dire qu'il ne faut surtout pas qu'on nous dise qu'on viole la loi. Il est important de signaler quelque chose sur ce plateau. Quand le CSDM a demandé de violer la Constitution pour reporter les élections législatives, ils étaient tous d'accord. Quand ils ont voté à l'Assemblée nationale pour la prorogation des députés, on a demandé 18 mois. Qui est anticonstitutionnel. Qui est anticonstitutionnel, il n'y a personne qui a voté contre. Mais quand la diaspora demande de régulariser nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur, qui souffrent pour leur situation de carte NINA, on nous dit qu'on ne peut pas violer la loi. Non, on ne dit pas à quelqu'un de violer la loi. Mais on dit à nos faiseurs de loi, quand vous avez accepté de proroger en violant la Constitution pour le bien-être des Maliens et des Maliens, il n'y a aucune raison que vous ne faites pas la même chose. Pas en violant la loi, mais en trouvant une formule légale afin que tous ceux qui sont en France, en Italie, en Espagne puissent trouver leur carte. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont dans des situations indescriptibles par manque de cartes. Il y a beaucoup de gens aussi qui perdent leur travail parce que la correction n'a pas été faite. Donc toutes ces questions seront également réglées dans ce dialogue. C'est pour cela que le dialogue national inclusif, toute la diaspora doit participer. Nous allons faire un appel de la diaspora d'Abidjan la semaine prochaine et c'est une raison pour tout le monde de participer. Merci, Président, d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Nous étions en compagnie avec M. Mohamed Cherif Haïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Il était venu parler de la lettre qu'il vient d'adresser au président de la République et également évoquer la situation qui prévaut au niveau de la France par rapport à son bureau CSDM. Également, nous avons évoqué la situation de la carte NINA. Merci à vous de nous avoir suivis et au prochain numéro.